Salut à tous. Je comptais faire une vidéo depuis quelques jours, mais j'ai un peu attendu parce qu'il fallait que je m'informe et parce qu'il fallait que je continue surtout sur un projet. C'était pas un mal parce que du coup je suis un petit peu mieux informé sur ce qui se passe, parce que dis donc, il s'en est passé des choses. Commençons déjà par le moins important. Enfin, moins important, tout ce dont je vais parler est important, mais disons, commençons par ce sur quoi il y a le moins à dire. Déjà, bon, en Ukraine, pas grand-chose de nouveau. La Russie continue à avancer lentement mais sûrement et essentiellement dans le sud-est. Bon, pas grand-chose parce qu'il y a pas grand-chose de nouveau pour l'instant. Ça va venir le mois prochain, à mon avis. Au Proche-Orient, Israël et le Hezbollah ont conclu un cessez-le-feu il y a un certain nombre de jours. Le Hezbollah a subi pas mal de pertes du fait des frappes israéliennes, mais en même temps, Israël s'est un peu embourbé dans le Liban. Du coup, les deux ont conclu un accord de cessez-le-feu parce que les deux étaient en train de s'embourber dans ce coin-là. Pendant ce temps-là, en France, politique intérieure, Barnier allait faire passer le budget 2025, budget qui était austéritaire avec des coupes dans l'éducation, dans la santé, etc. Pendant ce temps-là, les députés, ils ont un bon salaire avec plein d'avantages fournis par l'État. Les anciens ministres, anciens présidents qui ont voiture de fonction avec chauffeur pour le restant de leur vie. Bref. On pourrait faire des coupes budgétaires dans les privilèges des élus et surtout des anciens élus, mais non, il faut qu'ils fassent dans les services fondamentaux. Bref, Barnier a fait de l'austérité dans son budget. Or, quelque chose qui est important, depuis les élections législatives de cette année, les macronistes, ils ont plus de vraie majorité. Ils avaient conclu un accord avec LR pour essayer d'avoir un gouvernement, et à l'époque, le RN n'avait pas voté la motion de censure. Au moment de la constitution du gouvernement Barnier, le RN n'avait pas voté les motions de censure. Il ne voulait pas censurer par principe. Il faut dire que le RN, ils n'ont pas trop envie de brusquer les choses parce que eux, leur stratégie, comme on va le voir, ça suppose d'être un minimum patient. Ils n'ont pas tout de suite censuré, le gouvernement a fait les affaires courantes, puis là, récemment, ils tentaient de faire passer un budget austéritaire. Sauf que, bon, ce budget, il y a eu des motions de censure qui ont été déposées. Et LFI plus le RN principalement ont voté les motions de censure. Alors, le NFP n'a pas voté celle du RN, mais le RN a voté la motion de censure de la France Insoumise, qui du coup a obtenu la majorité requise. Et du coup, le gouvernement Barnier est tombé. Alors, des gouvernements qui tombent, dans les gouvernements bourgeois républicains parlementaires, ça arrive fréquemment. Enfin, républicains, dans les monarchies constitutionnelles parlementaires, ça arrive aussi. Bref, dans les gouvernements bourgeois parlementaires, les gouvernements qui tombent, les coalitions qui changent, etc., c'est très fréquent. C'est des pseudo-révolutions de palais, les gens n'en font pas toute une histoire. Mais en France, c'est différent. En France, le régime est un régime présidentiel qui n'est pas fondé sur le compromis, mais le gouvernement de la majorité. C'est un modèle qui est plus rigide, qui est nettement moins ouvert au compromis entre différentes forces politiques. Et du coup, une motion de censure, ça fait tout un branle-bas de combat. Le gouvernement Barnier est tombé, il y a eu une motion de censure, donc Barnier doit démissionner, et Macron doit du coup nommer un autre gouvernement. Là, Macron, alors, il y en a qui espéraient sa démission. Il y en a qui espèrent que Macron démissionne face au bâton que l'opposition lui met dans les roues, mais c'est pas le cas. Macron, il veut rester jusqu'au bout. Et à mon avis, il va le faire. Il est vraiment trop accro au pouvoir pour partir comme ça, hein. Sachant que, à moins de tordre le sens des lois, il pourra pas se représenter ensuite après une démission. À moins de complètement tordre le sens des lois. Mais bon, Macron actuellement ne veut pas démissionner.
Du coup, il va devoir constituer un nouveau gouvernement. Le problème, c'est avec qui? Parce que là, on a appris récemment que le, euh, le gouvernement ne négociera ni avec la LFI, ni le RN. Du coup, Macron, il va devoir faire son gouvernement avec d'autres. Alors, probablement à nouveau avec LR, mais ça veut dire qu'il devra piocher dans le NFP. Pour avoir un gouvernement stable, il va falloir qu'il recueille le soutien de la majorité de l'Assemblée. Et si Macron ne veut pas du RN, ni de la LFI, il va être obligé de faire imploser le NFP. Bon, le NFP, c'est un alliage de bric et de broc hétéroclite de différentes forces de gauche qui s'apprécient pas, hein, loin de là. Du coup, le NFP pourrait exploser, mais c'est pas non plus évident parce que le programme de Macron est austéritaire, néolibéral, européiste. Il veut pas déroger là-dessus. Et pour que le PS et ELV acceptent, disons que la contre-réforme des retraites, ça a quand même un peu de mal à passer. Parce que les types qui étaient les plus macronistes dans le PS, ils ont rejoint Macron dès 2017. Ceux qui restent, ils sont moins macrono-compatibles. Alors le PS, ça reste le PS, ça reste une orga bourgeoise, traître, etc., qui n'a plus rien de socialiste, hein, mais euh, du côté du PS et ELV, ça peut hésiter. Ils ont peur de se retrouver pieds et poings liés dans un gouvernement à appliquer des politiques néolibérales qui vont complètement les niquer politiquement. Euh, Bref, Euh, là, la situation pour les macronistes est un peu tendue. Pour constituer un gouvernement stable, ça va être dur. Comment ils vont faire pour recueillir le soutien du PS et de LV? Comment ils vont faire pour faire imploser le NFP? Alors, c'est c'est pas impossible que le NFP soit liquidé, parce que c'était juste une alliance électorale et électoraliste. Mais comment il va s'y prendre? Il va falloir qu'il le fasse, parce que s'il fait un gouvernement sans ouverture vers le centre-gauche, s'il se limite aux partis de centre-droit autour de son camp, au sien et à LR, ça risque d'aboutir à un gouvernement qui sera à nouveau bientôt censuré. LFI, ils vont être cornérisés, mais de toute manière, Mélenchon, avec ses propos, ses beaux et enfin Mélenchon et d'autres de la FI avec leurs propos lunaires sur certains sujets, sur des questions sociétales, sur des questions de politique étrangère, ils se sont cornérisés eux-mêmes. Sérieux, l'islamo-gauchisme de la FI, ça a fait beaucoup de mal. Leur campagne sur les élections européennes axée entièrement sur la Palestine, oui bon, c'est un peu hors sujet. Alors c'est vrai que ce qui se passe là-bas, c'est grave, hein. D'ailleurs, j'ai fait quelques vidéos, vlog audio où j'en ai un petit peu parlé. Mais bon, c'était hors sujet, il s'est cornérisé. Et en face, le RN, alors le RN finalement, qu'il soit pas dans ce gouvernement, c'est pas un mal, parce que le prochain gouvernement, ça risque d'être une position encore plus suicidaire que le précédent. Le RN, ils ont intérêt à rester dans l'opposition d'un point de vue politicien, parce que être dans l'opposition, c'est une situation plus confortable. Ils veulent rester dans l'opposition jusqu'en 2027, ou tout du moins jusqu'aux prochaines élections présidentielles, afin de tout rafler à ce moment-là. L'objectif du RN, c'est de rester dans l'opposition, de continuer à gagner en soutien, jusqu'au moment des présidentielles pour essayer de gagner les présidentielles, d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale et faire le meilleur score possible au Sénat. Le but, c'est d'essayer de tout rafler ensuite. Du coup, qu'ils soient cantonnés dans l'opposition, c'est pas un mal. Au fond, ça fait un petit peu leurs affaires. Ils n'auront pas à se mêler de toutes les boules puantes que Macron va foutre dans les pattes des éventuels ministres ex-NFP qui viendront. Voilà. Bon, là pour l'instant, la constitution du gouvernement,
Macron a ouvert la négociation à tous les partis autour du centre, à l'exclusion de l'AFI et du RN, bien sûr, comme je l'ai dit. Bon, alors j'ai parlé du gouvernement qui est tombé, la stratégie du RN, des difficultés de Macron à construire un nouveau gouvernement. Bon, euh, alors oui, motion de censure, c'est seulement la deuxième motion de censure votée effective de la Cinquième République. C'est la deuxième motion de censure qui passe sous la Cinquième République. Preuve que voilà, ça arrive rarement que la Cinquième République, c'est vraiment un régime présidentiel de gouvernement majoritaire, et pas un régime parlementaire de compromis, contrairement par exemple à l'Allemagne, à l'Italie. Bref, ouais, la France c'est nettement différent. Du coup, une motion de censure, ça fait tout un drama. La première motion de censure qui a été passée, c'était sous De Gaulle contre Pompidou. Euh, je vais faire des petites recherches sur cette motion de censure, regarder les détails. Euh, alors, il a été membre du gouvernement. Euh, ah oui, je regarde. En septembre 62, De Gaulle, il voulait modifier la Constitution pour que le président soit élu au suffrage universel direct. Les parlementaires y étaient hostiles. De Gaulle voulait passer par référendum. Or, comme il ne passait pas par l'article 89, qui est une procédure de révision constitutionnelle avec l'Assemblée et autres, comme il voulait pas passer par là, bah du coup, l'ensemble des partis, sauf les gaullistes, ont voté une motion de censure qui est passée. Pompidou devait alors présenter sa démission, sauf que De Gaulle a refusé et a dissous l'Assemblée nationale. Jusqu'au référendum, le gouvernement a dû se contenter du coup d'expédier les affaires courantes. Jusqu'au référendum, du coup, le gouvernement Pompidou a dû se contenter d'expédier les affaires courantes. Il y a eu une forme de crise politique avec le vote de cette motion de censure, suivi du fait que De Gaulle a dissous l'Assemblée nationale. Sauf que De Gaulle était en train de faire un référendum. Ce référendum s'est soldé par une victoire du oui au suffrage universel direct pour le président. Du coup, De Gaulle en est sorti vainqueur. Dans cette affaire, alors De Gaulle a contourné le Parlement, il n'a pas hésité à contourner certaines procédures constitutionnelles, mais pour faire ce qu'il a fait, il s'est appuyé sur la légitimité populaire. Bon, d'une façon un petit peu crypto-bonapartiste plébiscitaire, parce que le référendum, c'était lui qui le lançait, et selon ses termes, c'est lui qui lançait le référendum, c'est lui qui choisissait les termes, etc. Mais il y avait quand même, il s'appuyait quand même sur un minimum de légitimité populaire, et c'est ce qui lui a permis de passer. Macron, lui, quand il fait ses trucs, il a pas la légitimité populaire qu'avait De Gaulle. Macron, c'est différent. Puis d'ailleurs, alors, les difficultés de Macron en ce moment, vu qu'il a dissous l'Assemblée nationale en juin, il ne peut pas à nouveau la dissoudre. Macron a dissous en juin, du coup, il peut pas dissoudre à nouveau. Du coup, là, il va devoir tenir une année entière avec une assemblée qui lui est plus hostile que la précédente. Et qui a d'ailleurs permis à ce que cette motion de censure passe. Bref. À l'époque de De Gaulle, il y avait une motion de censure, mais De Gaulle a surmonté la crise politique par le recours à la légitimité populaire, légitimité qui lui a été accordée en majorité, donc ce qui lui a permis de sortir renforcé de ça.
Sauf que Macron, lui, il, il n'a aucune notion de démocratie. Il ferait pas du tout ça. Alors bon, De Gaulle, c'était une version un petit peu corrompue de la démocratie, vu que c'est une version un petit peu crypto-bonapartiste, mais Macron, c'est rien du tout. Bref. Euh, Voilà, donc ça, c'était la politique intérieure française, j'en ai parlé rapidement. Bon, maintenant, gros sujet d'actualité. La Syrie, dites donc. Regardez ce qui s'est passé en Syrie. On a appris qu'il y a quelques jours, les djihadistes des alentours d'Idlib, etc., euh, au nord-ouest, ont lancé une offensive en direction des territoires contrôlés par le régime de Bachar el-Assad. Et, et le régime de Bachar el-Assad a tenu 11 jours. 11 jours, puis il est tombé. Le régime de Bachar el-Assad s'est écroulé. Moi, j'en revenais pas quand j'ai vu ça. Comment ça se fait? Les djihadistes là du HTC ont pris Homs, ils ont pris Damas, enfin non, c'est pas eux qui ont pris Damas. Ils ont pris Homs, ils ont pris plusieurs villes importantes, quasiment sans combat. L'armée du régime syrien était en fuite, a à peine combattu, s'est rendue, etc. Ça veut dire, là, Bachar el-Assad s'est enfui, il paraît qu'il serait à Moscou, mais Moscou a refusé de confirmer sa présence. On sait que Bachar el-Assad, on sait que Bachar el-Assad, il est contesté depuis 2011. Enfin, il était déjà avant, mais la contestation s'est nettement amplifiée à partir de 2011 au cours des printemps arabes. Bachar el-Assad, c'est le fils de Hafez el-Assad, qui était arrivé au pouvoir suite à un coup d'État avec le parti Baas, qui ont mis en place un régime dictatorial avec répression, torture, etc. Bon, voilà, tout le tralala habituel. En 2011, suite au printemps arabe, il y a eu un grand mouvement de contestation contre Bachar el-Assad. Ce dernier a résisté et a réprimé de tous les côtés. Mais le régime avait tenu. Ensuite, la contestation au début, enfin, la contestation en 2011 au début, c'était un mouvement populaire avec beaucoup de démocrates, etc. Mais assez rapidement, ils se sont fait phagocyter, ils se sont fait bouffer par les djihadistes de toutes sortes. Finalement, Daesh est monté en puissance et le régime syrien avait consolidé ses bases. Le régime de Bachar el-Assad, au cours des années 2010, il a traversé énormément de turbulences et il avait tenu. Du coup, là, quand j'apprends qu'il s'est écroulé comme ça en seulement quelques jours, j'ai été surpris. Comment ça se fait qu'il s'est retrouvé fragilisé à ce point alors qu'avant, il avait tenu toutes les turbulences des années 2010? Comment ça se fait? Moi, je l'ai pas vu venir, j'étais pas très au courant parce que bah moi, je suivais un peu ce qui se passait en Ukraine, je suivais ce qui se passait au Proche-Orient, je suivais la politique intérieure française, bien sûr, et j'étais d'abord sur mes projets, mais je m'intéressais plus trop à la Syrie. Bon, je me suis informé, alors en fait, le régime de Bachar el-Assad, le régime de Bachar el-Assad était sous le coup de sanctions internationales qui ont été de plus en plus dures. Le régime a subi de plein fouet une crise économique terrible en 2023 qui l'a laissé exsangue. Il y avait de plus en plus de corruption interne avec des membres de l'appareil d'État qui se livraient à des trafics en tout genre. Bref, l'État se serait retrouvé en pleine déliquescence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est tombé comme un fruit mûr. Bon, alors le régime de Bachar el-Assad, bon, le régime dictatorial, autoritaire, etc. Bon, je vais pas le regretter à titre personnel, j'ai pas vécu de toute manière. Bachar el-Assad, alors bon, c'était un tyran, c'était une crapule, hein, voilà.
Mais en revanche, qui c'est qui a pris le pouvoir là? Ceux qui ont pris le pouvoir, ce sont des djihadistes. Le HTC, le Hayat Tahrir al-Sham, ce sont des djihadistes. En fait, c'est plusieurs organisations. Le HTC descend de Al-Nosra. Al-Nosra, qui originellement était une branche syrienne d'Al-Qaïda, ils se sont renommés Fatah al-Sham puis Hayat Tahrir al-Sham. Ils ont fusionné avec d'autres groupes djihadistes et ils ont rompu avec Al-Qaïda pour se concentrer sur la Syrie. Là, actuellement, ils sont à la tête de l'offensive qui a fait s'écrouler le régime de Bachar al-Assad, avec 12 autres organisations moins importantes. Voilà, ils sont à la tête d'une coalition de 13 organisations djihadistes islamistes diverses, dont ils sont la fraction la plus importante, et il y en a 12 autres avec eux. Bon, je me souviens plus les noms, c'est assez bordélique. Eux, ils étaient présents uniquement dans le nord-est de la Syrie. Maintenant, ils contrôlent la plupart des territoires du régime, de l'ex-régime de Bachar al-Assad. Euh, Ces derniers sont des djihadistes. Alors, certes, ce n'est pas Daesh. Ils descendent, comme je l'ai dit, d'Al-Nosra, qui étaient rivaux de Daesh, qui avaient combattu Daesh, par rapport à des dissensions autour de la question nationale. Daesh se réclamait du djihadisme sans frontières, là où Al-Nosra, et du coup le HTC aujourd'hui, se réclament d'un djihadisme syrien. Ils se réclament du coup une certaine forme de nationalisme, ce que Daesh rejette parce que pour Daesh le nationalisme c'est une idéologie occidentale. Daesh, ils sont toujours présents dans certains coins du centre de la Syrie, mais assez disséminés, ils sont nettement moins forts qu'avant, quoi. Là maintenant, les HTC, c'est l'organisation djihadiste la plus puissante du coin. Alors, le type là, Al-Joulani, le chef de ce truc, il s'est donné une image un peu de modéré, ouvert, etc. Mais franchement, j'y crois pas. Rappelez-vous, en Iran, Khomeini, qui se donnait une image de sage modéré à l'étranger. Et quand il est arrivé sur place et qu'il a pris le pouvoir progressivement et qu'il a imposé sa main de fer, ça a donné quoi? Le régime était tout aussi autoritaire et répressif que celui du Shah d'Iran, mais en plus il imposait la charia. Et là, qu'est-ce qui nous dit que ça se passerait différemment? Là, je pense que du côté du HTC, de Al-Joulani, ils se donnent une image un peu plus modérée, ils essaient de faire des concessions parce que la situation est catastrophique, parce qu'ils ont besoin de consolider leur leadership. Mais franchement, vous pensez vraiment qu'il se passerait autre chose de mieux par la suite? Ils doivent faire des concessions là parce que la situation l'exige. Mais ne croyez pas que ça dure. Ces djihadistes, ils veulent imposer la charia, ils veulent créer un califat. Al-Joulani, d'ailleurs, il a le grade d'émir dans le mouvement. C'est un émir. Ah bah dites donc. Euh, Concernant le HTC, on a appris que certains de ses membres avaient eu des conversations avec le type qui a assassiné Samuel Paty. Le type qui a assassiné Samuel Paty leur a fait part de son projet et en face, bah, ils voyaient ce projet d'un bon œil. Alors certes, ils n'ont pas commandité le truc parce que, comme je l'ai dit, HTC, contrairement à Daesh, ils sont centrés sur la Syrie, mais ils étaient absolument pas choqués par ce qu'ils faisaient en face. Ça reste des djihadistes. Alors certes, c'est pas Daesh, mais c'est quand même des djihadistes. C'est pas parce que c'est pas aussi pire que Daesh que ça en devient fréquentable. Ça reste des djihadistes, des islamistes avec des armes et qui combattent au nom d'Allah, etc. C'est, il- c'est- Ok, le tyran Assad a chuté, mais regardez la gueule du nouveau régime. On dirait un remake de ce qui s'est passé en Iran. En Iran, le Shah d'Iran, comme le régime d'Assad, c'était un régime autoritaire corrompu qui réprimait de tous les côtés, mais en étant un régime laïque. Ce régime a été renversé
à l'issue de longues protestations, dans un contexte de crise économique liée notamment à des réformes libérales, notamment dans l'agriculture, le régime du Shah s'est écroulé. Ensuite, il y a une situation un petit peu de chaos où les islamistes, originellement minoritaires, ont progressivement pris le pouvoir. Et in fine, les islamistes ont imposé leur joug. Là, ça va faire pareil. Je vois pas en quoi ça se passerait différemment. Alors, il n'y a pas que les djihadistes dans le lot, il n'y a pas que les djihadistes du HTC. Au sud de la Syrie, donc le front du sud, c'est eux qui ont pris Damas, c'est le front du sud qui a pris Damas. Alors, eux, euh, il y a moins d'islamistes, c'est beaucoup de druzes. Alors, euh, les druzes, alors ce sont des ismaéliens. C'est le druzisme, c'est lié à la partie ésotérique de l'islam. C'est c'est pas tout à fait l'islam d'ailleurs, c'est la religion druze. Alors le druzisme, c'est une religion alors ismaélite, mais pas tout à fait liée à l'islam. C'est un peu différent. C'est pas non plus le christianisme. Il y a des notions pythagoriciennes, néoplatoniciennes ou bouddhistes ou hindouistes là-dedans. Et c'est quelque chose d'un peu bizarre. Bref, dans le front du Sud, il y a beaucoup de Druzes. Euh, En 2011, ils avaient fait partie, il y avait eu un mouvement d'opposition contre Bachar al-Assad, mais rapidement, comme les djihadistes montaient en puissance, donc le front du Sud avait fait la paix avec Bachar al-Assad et avait un peu coopéré avec eux. Mais récemment, ils ont pris les armes contre lui et c'est eux qui ont pris Damas. Le régime de Bachar al-Assad, du fait de la crise économique, de la corruption croissante interne, était dans un tel état de déliquescence que ses soutiens habituels l'ont lâché, que les groupes qui avaient pactisé avec lui ont rompu le pacte et l'ont attaqué, et du coup le régime est tombé. Front du Sud, alors c'est forte présence des Druzes, mais là, il risque d'être un petit peu dans de beaux draps parce que on apprend que Israël est en train de d'annexer des villes dans le sud, là, le reste du Golan, etc. Bon, je vais y revenir ensuite. L'armée syrienne libre qui est liée aux États-Unis, ils sont un petit peu présents à l'est, sur la partie est de la Syrie, mais bon, eux, c'est seulement 500 soldats, c'est pas grand monde, ils n'ont pas beaucoup d'influence. Le régime de Damas, le régime de Bachar al-Assad, il s'est écroulé. Bon, j'ai parlé des poches encore près où il y a encore Daesh. Euh, au nord-ouest, il y a l'armée nationale syrienne. Alors ça, rien à voir avec le régime de Bachar al-Assad, c'est un groupe de proxy de la Turquie. L'armée nationale syrienne donc contrôle des territoires au nord. Ils sont responsables de nombreuses attaques et exactions contre les Kurdes essentiellement. C'est un ensemble d'islamistes et de fascistes pro-turcs qui sont présents dans le coin, qui sont aux ordres de la Turquie. Puis enfin, alors au nord-est, il y a les Kurdes, avec les forces démocratiques syriennes qui, eux, sont toujours là. Alors, il y en a qui disent que le HTC, donc qui apparaissent comme la nouvelle organisation forte, il y en a qui disent que c'est des proxys de la Turquie, des États-Unis, d'Israël, etc. Alors pas tout à fait. Cette organisation a reçu du soutien de la part de ces pays, mais elle a quand même une part d'indépendance. Contrairement à l'armée nationale syrienne qui est complètement un proxy de la Turquie.
Voilà, l'armée nationale syrienne et les groupes apparentés, c'est des proxys de la Turquie, complètement. Le groupe HTC, c'est un petit peu différent. Le groupe HTC, ils avaient reçu du soutien de la part d'Israël parce qu'ils se battaient contre le régime de Bachar al-Assad, contre le Hezbollah et autres milices chiites affiliées à l'Iran. Donc Israël leur avait apporté un peu du soutien parce qu'ils se battaient contre les proxys de l'Iran. Ils avaient reçu un petit peu de soutien des États-Unis et de la France lorsqu'ils s'appelaient Al-Nosra, notamment parce qu'ils avaient combattu Daesh. Parce qu'ils Daesh et Al-Nosra Daesh et Al-Nosra se combattaient en raison de différends sur la question nationale, comme je l'ai dit. Enfin, le HTC, il y a plusieurs années, avait reçu un petit peu de soutien de la part de la Turquie parce qu'elle n'avait pas encore complètement constitué ses groupes de proxy et parce que il y avait des conflits entre le Fatah al-Sham et les Kurdes par moment. Du coup, la Turquie soutenait un petit peu le Fatah al-Sham contre les Kurdes. Mais depuis, la Turquie a constitué ses propres proxys et elle considère désormais HTC comme un groupe terroriste. Voilà, les relations entre la Turquie et ce groupe-là sont assez ambiguës et ont pas mal varié. Euh, bref, le HTC, pour l'instant, ils ont conclu des accords avec les Kurdes. Parce que là, ils ont d'autres chats à fouetter pour le moment et ils souhaitent essayer de stabiliser un petit peu la situation. Le HTC a conclu des accords avec les Kurdes. Là, en ce moment, ceux qui sont en train d'attaquer les Kurdes, ce n'est pas le HTC, c'est l'ANS, donc l'armée nationale syrienne. C'est eux qui sont en train de s'en prendre aux Kurdes, parce que c'est les proxys de la Turquie. Du côté du HTC, ils essaient de se faire des concessions, de se faire passer pour modérés, etc., parce qu'ils ont besoin de stabiliser la situation. Mais moi, je pense que ça risque de faire comme en Iran, où Khomeini, finalement, après avoir dupé les Occidentaux, bah, il a révélé son vrai visage, mais c'était trop tard, il était à la tête du pays. Euh, Suite à la chute du régime syrien, on a appris que Israël a lancé une offensive en direction du Golan syrien pour l'annexer et pour annexer une partie de la Syrie du Sud. Alors comment le HTC va réagir vis-à-vis d'Israël? Moi, je vais essayer de regarder d'ailleurs rapidement. Israël. euh, je regarde un petit peu. Euh, Bachar al-Assad s'est enfui. Son parti maintenant qui a lâché, ah ouais, Bachar al-Assad est parti, vraiment tout le monde le lâche. Les États-Unis ont dit s'attendre à ce que l'incursion israélienne dans la zone tampon du Golan soit temporaire. Tu parles. Ce que nous voulons voir, c'est que cet accord soit pleinement respecté et nous veillons à ce qu'Israël le fasse. Ouais, tu parles. Israël, ils ont profité de la chute du régime pour poursuivre leur politique expansionniste. Euh, je regarde un petit peu.
Ouais, alors Israël est en train de prendre des territoires dans le sud. Alors, ce ne sont pas des territoires qui sont contrôlés par le HTC. Entre le HTC et le Golan que Israël occupe, il y a le front du Sud. Je sais pas trop comment le HTC va réagir pour l'instant. Euh, Bon, là, sur le plan géopolitique, alors Israël a un peu gagné au change pour l'instant parce que Israël a constaté la chute d'un régime affilié à un État ennemi et en a profité pour s'accaparer quelques territoires. La chute de Bachar al-Assad, ça avantage un peu la Turquie aussi, parce que le régime de al-Assad soutenait l'Iran, qui est une puissance rivale de la Turquie dans le coin, et la Turquie va essayer d'en profiter pour prendre des portions de territoire en plus, toujours l'impérisme panturcique. C'est un revers pour l'Iran et la Russie. Le régime de Bachar al-Assad, c'était un régime vassal de l'Iran et de la Russie, et là, ils perdent un soutien dans la région. Avec la chute du régime de Bachar al-Assad, là, l'Iran a dû rappeler toutes ses milices chiites, et ça fait que la liaison avec le Hezbollah au Liban est rompue. L'arc chiite est brisé. L'Iran ne peut plus soutenir le Hezbollah comme il le faisait, et ce dernier a déjà été un peu affaibli, et ça risque de devenir plus difficile. Concernant la Russie, alors bon, c'est plus loin. De prime abord, c'est moins gênant, mais alors, du côté russe, ils ont deux bases en Syrie. Ils vont vouloir les garder. Du coup, il pourrait y avoir intervention de la Russie pour essayer de préserver ses bases. Bref, mais là, pour l'instant, en termes géopolitiques, l'influence de la Russie et surtout de l'Iran dans le coin sont en perte de vitesse. Bon, après, la Russie a surtout des objectifs en Ukraine en ce moment, mais bon. Après, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette offensive à ce moment-là? Cette offensive, elle est survenue le lendemain du cessez-le-feu entre le Liban et Israël. Dans ce contexte-là, en fait, l'Iran était occupé avec le Proche-Orient, la Russie est occupée en Ukraine, le Hezbollah et autres proxys de l'Iran ont pas mal perdu de force dans la confrontation indirecte contre Israël. Du coup, ça fait que les soutiens habituels du régime de El-Assad étaient nettement affaiblis. De plus, l'état de Bachar el-Assad, visiblement, son état était en pleine déliquescence. Je n'étais pas du tout au courant que ça, comme bon, je m'étais pas informé, j'étais sur autre chose. Et c'est peut-être pour ça, du coup, qu'en raison de tous ces facteurs, les djihadistes là du nord-ouest ont décidé, d'Idlib, ont décidé d'attaquer. Et c'est pour ça qu'ils ont eu victoire aussi rapidement. Pour l'instant, le HTC essaie de calmer la situation, essaie de stabiliser son pouvoir, mais moi j'ai peur que ça finisse comme en Iran. Hmm. Qui va avoir rompu avec le djihadisme. Tu- Je lis un petit peu des trucs là. Marine Le Pen, elle se dit étonnée de la rapidité et de l'imprudence de certaines réactions qui ont salué la chute de Bachar al-Assad. Alors pour le coup, c'est juste, hein, parce que c'est des djihadistes qui ont pris le pouvoir là-bas. Il y en a qui reprochaient au RN d'être indulgent à l'égard de Assad, mais en face, c'est des djihadistes, bordel. Assad, alors bon, je vais pas regretter ce type, ça restait une crapule, ça restait un tyran, mais Saddam Hussein aussi. Et après, il y a eu quelques années de chaos, puis finalement, c'est Daesh qui a pris le pouvoir. Est-ce que c'était mieux? Pahlavi aussi, à l'époque, le Shah d'Iran, c'était une crapule, c'était un tyran.
Ce régime s'est écroulé, c'est des islamistes qui ont pris la place. Est-ce que c'était mieux? Franchement, il est où le progrès là-dedans? Bordel. Bon, ouais, je pousse un petit peu un coup de gueule. Alors, il y a des nafos qui se réjouissent de la chute de Bachar al-Assad en disant, tiens, prends ça, Poutine. Parce que du coup, Poutine perd un soutien. euh, Parce que Bachar al-Assad soutenait la Russie sur le dossier ukrainien. Ouais, mais bon, c'est des djihadistes qui ont pris le pouvoir, bande de guignols. Oui, mais c'est des modérés, ils ont plus rien à voir avec le djihadisme. Si, si. Et même qu'il y a des types de ce mouvement qui étaient en conversation avec l'assassin de Samuel Paty et ils avaient absolument aucun problème avec son projet. Bref. Moi, je suis surpris, enfin, je suis étonné qu'il y en ait autant qui se réjouissent très vite, parce que, ok, Assad, c'était un tyran, mais franchement, regardez ce qui vient ensuite. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en Iran avec le Shah d'Iran, qui était tout autant contesté que ne l'est Assad actuellement, pour des raisons semblables. Le Shah d'Iran a été contesté pour des raisons semblables à Bachar al-Assad. Son régime est tombé. C'est des islamistes qui ont pris le pas ensuite. Et regardez ce que ça a donné. Franchement, ouvrez un petit peu les yeux, arrêtez de vous réagir trop vite, regardez les leçons du passé. Tous les endroits où les dictateurs autoritaires laïcs ont été remplacés par des islamistes, bah les islamistes ont fait pire. Je suis, je suis énervé parce qu'il y en a qui se réjouissent à fond alors que des djihadistes ont pris le pouvoir. Faudrait être inquiet. Ok, il y a un tyran qui est tombé, mais regardez ce qui vient ensuite. Franchement, c'est pas plus reluisant. Concernant les Kurdes, alors je regarde sur Internet, il y en a qui reprochent aux organisations kurdes d'avoir pactisé avec Assad durant plusieurs années. Sauf que les Kurdes, ils avaient pactisé avec Assad à l'époque où il y avait Daesh ou à l'époque où il y avait des djihadistes omniprésents. Les forces kurdes ont conclu des accords avec Bachar al-Assad, même coopéré par moments, parce qu'ils souhaitaient d'abord se battre contre les djihadistes, qui voulaient purement et simplement les exterminer. Là, pour l'instant, le HTC, alors le HTC n'est pas Daesh et ne cherche pas tout de suite à se battre contre eux, mais attention à ce qui va se passer à l'avenir. Euh, Bref, je suis à presque trois quarts d'heure là. Je pense que trois quarts d'heure, ça va être la limite parce que après, ça va être un peu trop. Je regarde un petit peu mes petites notes. Est-ce que j'ai parlé de tout ce dont je voulais parler? Euh, ouais, ouais, j'ai tout dit. Moi, la chute d'Assad, alors je regrette pas ce type, mais j'ai du mal à me réjouir parce que là, c'est des djihadistes qui ont pris le pouvoir. Je me rappelle, j'ai lu des trucs sur. Alors Saddam Hussein et ensuite en Irak, le Shah d'Iran
et ensuite en Iran, l'Afghanistan lorsque les talibans ont fini par prendre le pouvoir, la Libye de Kadhafi lorsque ça s'est effondré, notamment, je me rappelle, au moment de l'effondrement de la Libye, au début j'étais un petit peu interloqué, et ensuite quand j'ai compris que par derrière c'est devenu un arsenal à djihadistes, quand j'ai compris que c'était pas du tout pour la liberté et la démocratie qu'il y avait une intervention, mais que c'était pour des affaires de géopolitique et éventuellement pour des dossiers encore plus douteux concernant plus spécifiquement Sarkozy, quand j'ai appris ça à propos de l'intervention libyenne, j'ai été choqué. Et à partir de ce moment-là, je me suis opposé aux ingérences euro-atlantistes. J'étais gamin à ce moment-là, mais je me rappelle l'intervention libyenne, ça m'avait choqué. Bon, bah je pense qu'on va s'arrêter là. Je referai peut-être une vidéo sur la Syrie plus tard quand il y aura plus d'informations. Du coup, on va s'arrêter là. À plus, et bah du coup à la prochaine fois. Voilà. Au revoir.